n'aurais jamais imaginé enterrer mon fils seul. Ce matin-là, un mardi gris et froid, le vent soufflait sur le parvis du funérarium de Lyon, traînant avec lui l'odeur humide des feuilles mortes et du béton. Devant moi, à travers la vitre, je voyais le cercueil de Richard, mon unique enfant, posé sur le chevalet noir. 37 personnes étaient venues lui rendre hommage. 37. Je les avais comptées. 37 âmes qui avaient trouvé le temps de quitter leur travail, leur routine, pour dire adieu à un homme parti trop tôt. Mais une seule personne manquait, celle qui aurait dû être là, à mes côtés. Olivia, sa femme. Je ne cessais de jeter des coups d'œil vers l'entrée, espérant voir sa silhouette apparaître, un manteau jeté sur les épaules, le visage bouleversé. Peut-être était-elle coincée dans les embouteillages? Peut-être son vol avait-il du retard? Il devait bien y avoir une raison, une explication raisonnable. Mais plus les minutes s'écoulaient, plus l'absence devenait criante. Le maître de cérémonie, un homme à la politesse mécanique, s'approcha de moi. « Monsieur Moreau, souhaitez-vous attendre encore un peu ?» Je me raclais la gorge, essayant de garder contenance. « Non, commençons. » Et ainsi débuta la cérémonie funèbre de mon fils. Je prononçais moi-même l'éloge. Qui d'autre aurait pu le faire? Je parlais de son enfance à Annecy, de ses premiers matchs de foot sur le terrain du collège, de ses études brillantes à HEC Paris, de la fierté que j'avais ressentie lorsqu'il avait fondé sa propre société de conseil. Je ne parlais pas de ses angoisses récentes, ni de l'éloignement qui s'était installé entre nous. Je ne dis rien de la distance glaciale entre lui et Olivia, distance que j'avais fait semblant de ne pas remarquer. Pendant que les gens défilaient pour me serrer la main et murmurer des condoléances, j'entendais les chuchotements. « Où est Olivia? Sa femme n'est pas venue? Pauvre femme, elle doit être dévastée. » Leur compassion me serrait la poitrine. S'ils savaient. Quand la cérémonie prit fin, je suivis seul le corbillard jusqu'au cimetière de la Croix-Rousse. Je devais penser à Richard, à notre passé, à l'adieu. Mais mon esprit ne cessait de tourner en boucle autour d'une seule question. Où diable était-elle? Le soir, de retour chez moi, dans mon petit appartement de la rue des Chartreux, je restais assis devant mon téléphone. J'avais appelé Olivia 6 fois. 6 appels sans réponse. Des messages laissés. Aucun retour. La mort de Richard avait été brutale. Un infarctus, à 34 ans, soi-disant dû au stress. Je me souvenais encore de la voix d'Olivia, quand je l'avais prévenue. Elle avait semblé anéantie, pleurait, parlait d'organiser son retour depuis Marseille, où elle séjournait chez sa sœur. Elle avait promis d'être là pour l'enterrement. 4 jours s'étaient écoulés. Rien. Alors, ce soir-là, poussé par une angoisse mêlée de colère, j'allumai mon ordinateur portable. Je n'avais jamais été adepte des réseaux sociaux, mais la douleur pousse à des gestes absurdes. Je tapai son nom. Olivia Moreau. Son profil Instagram s'afficha immédiatement. Sa photo principale la montrait souriante, enlacée avec Richard lors de leur dernier anniversaire de mariage. Elle semblait heureuse, rayonnante. Une image d'amour. Mais en descendant sur sa page, mon cœur se mit à battre plus vite. Des photos récentes, des dîners avec sa sœur, des virées shopping, des verres de vin sur des terrasses ensoleillées, toutes postées après la mort de mon fils. Aucune trace de deuil, aucune ombre. Puis, je tombai sur celle qui me glaça le sang. Publiée 3 heures plus tôt, pendant que j'étais debout à la tribune, prononçant l'éloge funèbre de Richard. Sur la photo, Olivia posait en bikini rouge vif, un cocktail à la main, sur une plage aux eaux turquoises. À ses côtés, un homme. Miguel, le jardinier qu'ils avaient engagé pour refaire le terrain derrière la maison de Richard, à Caluire. Son bras l'enlaçait. Il riait. Légende. La vie est courte, il faut la croquer à pleines dents, à de nouveaux départs. Je restais pétrifié. Pendant que je jetais de la terre sur le cercueil de mon fils, sa femme trinquait à de nouveaux départs à Cancun, ou plutôt à Nice, selon la géolocalisation indiquée. Côte d'Azur, France. Les commentaires défilèrent. Des amis la félicitaient pour sa force, pour sa renaissance. Sa sœur écrivait « Tellement fière de toi, tu en avais marre de toute cette drama. Miguel est parfait pour toi. » Cette drama. Mon fils réduit à un épisode gênant de sa vie.
Je refermai l'ordinateur, allai jusqu'au buffet, versai 3 doigts de whisky, moi qui ne buvais presque jamais. Et je restai là, immobile, à fixer la lueur ambrée dans le verre. 8 ans. 8 ans de mariage, de repas de famille, de fêtes d'anniversaire, de Noël partagés. J'avais accueilli Olivia comme ma propre fille. Je l'avais défendue face à Richard quand leur dispute devenait violente, lui répétant que le mariage exige patience et compromis. J'avais été naïf. C'est alors que mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Mais je sus immédiatement qui c'était, avant même de regarder. « Papa, viens chez moi maintenant. Ne dis rien à personne. » Richard. Le verre me glissa des mains. Le téléphone tomba sur le carrelage, l'écran se fêla. Je tremblais si fort que je mis plusieurs secondes à le ramasser. Je relus le message. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Impossible. Une mauvaise plaisanterie? Un piratage? Mais le numéro était différent. Et qui aurait pu être assez cruel pour s'en servir ainsi? Je pris mes clés. Je devais savoir. Je conduisis jusqu'à la maison de Richard, à caluire et cuire, dans une sorte de brouillard mental. Les arbres bordant la rue semblaient exactement comme toujours, mais le monde entier avait perdu son sens. J'avais aidé Olivia à faire ses valises ici, 2 jours plus tôt. Elle avait pleuré, ou fait semblant. La lumière de la cuisine filtrait à travers les rideaux. J'entrai avec ma clé de secours. Richard? Le silence. Je traversai le salon. Les photos de famille, leur mariage, Noël dernier. Tout était à sa place. Et pourtant, tout semblait faux. La lumière de la cuisine m'attira. Je tournai le coin, et je m'arrêtai net. Assis à la table, une tasse de café froide devant lui, mon fils me regardait, vivant, amaigri, les traits tirés, les cernes creusant son regard. Mais vivant. Papa. Je suis désolé. Je restais figé, incapable de parler. Je l'avais enterré ce matin. J'avais jeté de la terre sur son cercueil. Et le voilà, devant moi. Tu es censé être mort, soufflai-je. Il hocha la tête. Je sais, ça paraît fou. Laisse-moi t'expliquer. J'étais trop bouleversé pour m'asseoir, mais il continua, la voix tremblante. J'ai fait une énorme erreur, papa, 6 mois avant ma mort. Une erreur qui aurait pu détruire tout ce qu'on a construit. Tu te souviens de la société pharmaceutique Méridien Santé? Notre plus gros client, 2 millions d'euros par an? J'acquiesçai. Ils falsifiaient leurs essais cliniques. J'ai découvert que leurs nouveaux médicaments provoquaient des effets secondaires graves. Des gens tombèrent malades. Certains mouraient. J'aurais dû prévenir les autorités. Mais le PDG, Jane Crawford, m'a offert un demi-million d'euros pour me taire. Je me suis dit que ça résoudrait tout. Le prêt de la maison, les dettes, les exigences d'Olivia. Mais je n'ai pas pu. Je suis allé à la police, puis au parquet financier. J'ai dénoncé tout. Crawford a été arrêté. Mais avant cela, il a juré de se venger. Richard se leva, fit les 100 pas. Ses associés sont dangereux. Des hommes qui n'oublient pas. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à recevoir des menaces. Alors, on a simulé ma mort. Le docteur Peterson, un ami de longue date. Il travaille à l'hôpital Édouard Herriot. Il a falsifié le certificat de décès, préparé la scène. C'était ça ou disparaître pour de bon. J'essayais de comprendre. Tout s'imbriquait, mais un détail manquait. Et Olivia? Richard serra la mâchoire. Elle savait. Elle devait jouer la veuve éplorée, attendre 6 mois, puis me rejoindre au Canada. Mais elle a préféré partir à Nice, avec Miguel. Il ricana, un son amer. Elle a encaissé l'assurance vie, 750 000, et elle s'est envolée. Je sentis une brûlure dans la poitrine. Elle nous avait trahis tous les deux. Richard me fixa. Je ne veux pas la laisser s'en sortir. Elle nous a humiliés, toi surtout. Elle t'a fait enterrer un cercueil vide. Il posa la main sur la table. Maintenant, on l'a fait payer. Je le regardais, et pour la première fois, je vis dans ses yeux non pas la peur, mais une détermination glaciale. Mon fils, que je croyais mort, préparait sa vengeance. Et, sans que je le dise, je savais que je l'aiderais.
Les jours qui suivirent furent un étrange mélange d'absurde et d'effroi parfaitement ordonné. La vie officielle se déroulait à la surface. Visites au cimetière, condoléances répétées, appels de voisins, bouquets anonymes posés devant la pierre tombale, tandis que, en coulisses, une mécanique froide et implacable se mettait en marche. Richard, caché sous un faux nom dans un petit appartement du 11e arrondissement, travaillait sans relâche. Il avait la rage des justiciers fatigués qui savent que la vérité ne suffit pas. Elle doit être prouvée, chronométrée, documentée. Les preuves qu'il avait accumulées tenaient dans des dossiers numériques et des enveloppes scellées, captures d'écran, relevés bancaires, factures d'hôtels à Deauville et à Biarritz, transferts vers des comptes anonymes, et aussi des messages privés où Olivia comparait l'ennui conjugal à un fardeau et vantait la vie douce avec Miguel. Je découvris ces éléments petit à petit lors de nos rencontres secrètes. Chaque dossier que Richard me montrait me laborait l'estomac comme si j'avalais une lame. J'appris qu'elle avait utilisé notre compte commun pour des dépenses qui n'avaient rien à voir avec la maison ni avec la famille. Hôtel 5 étoiles, sac de créateurs, dîner dans des restaurants étoilés. Les sommes n'étaient pas extravagantes individuellement. 400, 800, parfois 1000 euros. Mais la régularité des retraits et les virements à Miguel formaient un tableau clair. C'était mon argent qui finançait la trahison. Elle a ouvert des polices complémentaires en douce, m'expliqua Richard en me glissant une clé USB. Regarde, plusieurs contrats signés à mon nom, parfois modifiés, avec des bénéficiaires différents. Quand j'ai découvert tout ça, j'ai compris qu'elle planifiait quelque chose depuis bien plus longtemps que je ne l'imaginais. Aujourd'hui, dans le monde numérique, la preuve se construit par des métadonnées, heures, coordonnées, GPS, adresse IP. Richard avait collecté tout cela. Il m'apprit aussi l'ampleur du mensonge. Olivia n'était pas seulement infidèle et dépensière. Elle avait noué un dossier pour la faire passer pour instable. Un détective privé avait été engagé, non pas pour nous protéger, mais pour fabriquer une histoire qui ferait passer Richard pour un homme au bord de la rupture psychique, un homme voué au suicide. Le but ? Rendre plausible une mort volontaire et permettre à une veuve de toucher ses droits en toute quiétude. Je me sentais comme si j'assistais à la scène d'un crime dont j'étais à la fois victime et témoin, obligé de continuer à faire semblant d'être un père en deuil pendant que la pluie de mensonges et d'escroqueries s'échelonnait. Chaque matin, je me rendais au cimetière comme si je pratiquais un acte rituel absurde. Chaque nuit, je méditais sur la vengeance, la loi et la justice. Richard, pragmatique jusqu'au bout, avait décidé d'un plan clinical. Plutôt que de se retourner immédiatement contre Olivia, ce qui l'aurait contraint à révéler qu'il était vivant et aurait déclenché potentiellement des représailles, il activa un processus légal. Il engagea des contestations de police d'assurance. Il envoya des plaintes préprogrammées via son avocat, David Chen, qui attendirent d'être déposées à des dates précises. Le système d'assurance, une fois alerté par ces contestations, mettait les paiements en suspens, puis gelait les comptes liés aux polices si l'affaire présentait des indices sérieux de fraude. Les assureurs sont méthodiques, m'a dit David lors d'un entretien furtif au bureau d'un café. S'ils reçoivent des preuves circonstanciées d'incohérences contractuelles et d'opérations suspectes, transferts vers des comptes étrangers, achats luxueux le même jour que des réclamations, ils bloquent. Cela prend parfois quelques jours. Mais quand ils démarrent l'enquête, c'est irréversible. Ils moulinent les comptes, demandent des justificatifs, se coordonnent avec la cellule antifraude. Et si l'on atteint un certain seuil, la police judiciaire s'en saisit. Si on combine tout, images, virements, témoignages, ça devient un cas solide. Les 2 semaines qui suivirent furent un jeu d'attente et de stratégie. Je devais rester calme, sans effusion, sans changement d'habitude. Mon corps imitait la douleur attendue. Mon esprit, lui, était une machine bien huilée. Je continuais d'aller au marché, de parler aux voisins, d'acheter le pain le dimanche. Tout devait paraître inchangé. C'était une pièce de théâtre où j'endossais le rôle d'un père brisé afin d'assurer la crédibilité d'un plan qui devait renverser une trahison et punir une escroquerie. Et pendant ce temps, Olivia s'épanouissait. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les photos qu'elle postait, qui m'avaient brisé la première fois, devinrent des preuves.
Cancun devint Nice, Nice devint Deauville. Deauville devint un compte en banque vidé à petit feu. À chaque cliché avec Miguel, avec un sac récent sur son épaule, un hôtel de charme en arrière-plan, Richard souriait dans son appartement minuscule, calculant les prochaines étapes. Puis vint le jour attendu, la notification d'une alerte bancaire, le mail qu'aucun coupable ne croit possible, sauf lorsqu'il se produit, blocage immédiat des comptes liés au dossier d'assurance X. Investigations en cours. Le soir où tout bascula, je reçus une série de messages vocaux qui sentirent la panique de loin. Les appels venaient du numéro d'Olivia. Je ne répondis pas immédiatement. Richard me tendit une tablette et me dit de les écouter. La voix d'Olivia, d'abord placide, se décomposa en pleurs sur la 3e note. « Tim, quelque chose cloche avec mes comptes. Ils ne répondent pas. Le réceptionniste dit que ma carte ne passe plus. Je peux pas payer l'hôtel. S'il te plaît, fais un virement. J'ai besoin de rentrer. » J'entendis le recul dans sa voix, ce son souterrain qui trahit la réalisation lente de la catastrophe, la richesse qui s'effrite, l'isolement qui s'installe. Je sentis à la fois une satisfaction amère et un reste de pitié, vite étouffé. Richard sourit d'un air mauvais. « Elle va comprendre ce que ça fait d'être démunie, dit-il. Quand elle reviendra, elle aura affaire à autre chose que des messages compatissants sur Instagram. » Il ne se trompait pas. 2 jours plus tard, nous suivîmes son retour. Son vol était annoncé. Les modalités avaient été orchestrées. Verrouillage judiciaire de la maison. Avis de gel sur les comptes. Enquête ouverte. Quand elle débarqua à l'aéroport Charles de Gaulle, elle s'attendait, sans doute, à un accueil chagrin. À la place, ce fut la froideur d'un dossier légal et la convocation d'un officier. La stupeur se peignit sur son visage en temps réel. Elle appela sa sœur, songeuse, criant à l'injustice. Pendant qu'elle se débattait, la police judiciaire prit contact avec David Chen et l'équipe qui avait rassemblé les preuves. Les agents passèrent en revue chaque paiement, chaque reçu d'hôtel, chaque photo taguée, un puzzle inflexible. Olivia apprit, en quelques heures, que l'admiration publique mutée en scandale pouvait dévorer le meilleur réseau social comme un feu invisible. Ce qui frappa tout le monde, à commencer par nos voisins les plus proches, fut la grâce cruelle de la chute. Les gens qui autrefois la louangeaient, « Quelle force de se relever !» disaient-ils, devinrent soudainement muets, souvent incrédules, parfois condamnateurs. Le jugement social, plus rapide que la justice, se déposait comme une couche de poussière. C'est terrible et à la fois réconfortant. L'ombre d'une vérité, une fois révélée, modifie le regard des autres d'une manière quasi irrévocable. Les arrestations se succédèrent. D'abord Olivia, menottée, tête basse, les yeux rouges. Puis, la révélation que Miguel n'était pas un simple jardinier, mais un escroc itinérant, un prédateur sentimental déjà retracé dans d'autres dossiers. Son nom remontait à des plaintes dans différentes préfectures, des femmes ruinées et des vies brisées. L'Interpol fut saisi. Des mandats circulèrent. Miguel se volatilisa, comme le font ceux qui vivent en marge, vers l'étranger. Le procès initial n'allait pas tarder. Nous savions que la loi fonctionnerait différemment. Olivia pouvait plaider, contester, prétendre qu'elle ignorait tout. Mais les preuves étaient solides, relevés de transferts, enregistrements, messages, et surtout la mise en lumière du fait qu'elle avait encaissé 750 000 €, ou l'équivalent en contrats souscrits, et en avait rapidement disséminé une grande partie. Le parquet, face à un tel dossier, opta pour une sérieuse instruction. Et, dans ce tumulte judiciaire qui se mettait en place, Richard demeurait caché, patient. Au fond de lui, il voulait que la justice prononce son verdict, pas à chaud, pas par vengeance aveugle, mais en droit. Il savait, et je le sus aussi, que révéler sa présence à ce stade aurait compromis beaucoup. Le médecin complice, les procédures, ses chances d'échapper à une éventuelle réaction violente. Tout, dans sa stratégie, visait à maximaliser la sanction légale plutôt que l'exécution privée. Je forçais mes journées à une normalité apparente. Je rendais visite au cimetière. J'échangeais quelques banalités avec Madame Lefebvre, qui venait arroser la tombe de sa mère chaque semaine, et j'acceptais des fleurs anonymes déposées par des connaissances compatissantes. Les mains de ces gens étaient tièdes. Il y avait dans leurs yeux de la pitié
et parfois de la honte, comme s'ils avaient conscience d'avoir ignoré des signes. Et puis vint la date fatidique, la convocation officielle d'Olivia. La police l'interrogea pendant des heures. Les registres bancaires furent mis à nu. La presse locale, d'abord prudente, commença à s'en emparer avec voracité. L'histoire d'une veuve prise la main dans le sac attira la curiosité morbide. Comment pouvait-on danser alors que l'on aurait dû pleurer? Les journaux en firent d'eau des gros titres, les radios déballèrent les images, les talk-shows débattèrent de la morale publique. Nous, de notre côté, nous ne cherchions pas les lauriers. Nous voulions qu'elle soit empêchée de nuire à d'autres familles, que la structure de ce réseau soit démontée, et que les assurances récupèrent ce qui pouvait l'être. Richard, désormais plus posé, me confia la gestion de certaines communications. Il voulait que je reste le père humilié dont la mise en scène resterait intacte jusqu'au procès. Lors d'une brève réunion dans un petit bistrot, David expliqua le chemin judiciaire. Les infractions alléguées sont multiples: escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, complicité de tentative d'extorsion. Si l'enquête établit la préméditation et le réseau organisé, vous pouvez espérer des peines lourdes. Elle risque beaucoup et Miguel, s'il est retrouvé, encore davantage. Mais la justice est lente. Il faudra être patient. La patience était devenue notre vertu. Et durant cette période, je découvris que la colère et la froideur peuvent coexister en paix, ce qui est peut-être le plus dur à expliquer. J'éprouvais un apaisement paradoxal. La certitude que la vérité se frayerait un chemin me rendait serein, tandis que ma colère, cette bête ancienne, dormait, prête à rugir si la loi flanchait. Sur un plan plus intime, cette épreuve me permit de mesurer la fragilité des liens humains. Les objets de luxe, les parades de bonheur sur les réseaux, tout ce qui semble rendre la vie parfaite, peut n'être qu'un vernis fragile. Et plus douloureux encore, le visage des proches qui avaient applaudi Olivia autrefois, et qui maintenant détournèrent les yeux. Je pensais à ces gens en les croisant, et je découvris un sentiment nouveau, la reconnaissance que certaines vérités, même pénibles, ont le mérite de libérer. 2 semaines plus tard, alors que je revenais d'une visite au bureau du procureur pour déposer un complément de pièces, mon téléphone sonna. C'était Richard. Sa voix était plus légère, mais empreinte d'une gravité heureuse. « Elles l'ont mise en examen, dit-il. Les charges tiennent. La juge a estimé qu'il y avait matière à instruction. » Je laissai échapper un soupir long, rempli d'une fatigue qui n'était pas uniquement physique. « Et maintenant ?» demandai-je. « On attend le procès, » répondit-il. « Mais je peux te dire une chose. Je veux revenir officiellement à la vie. J'ai demandé à Peterson de préparer un scénario crédible, une erreur administrative, des documents présentés comme mal interprétés. Quand j'apparaîtrai, ce sera pour clore le chapitre et pour reconstruire. » Et tandis que Paris s'étiolait en gris autour de nous, une lueur fragile naissait en moi. L'espoir. Non l'optimisme naïf, mais l'espoir façonné par l'effort, le travail, la patience, et cette justice lente mais implacable que l'on finit par sentir s'aligner derrière nous. Le lendemain du coup de fil, tout semblait à la fois irréel et parfaitement orchestré. La presse s'était emparée de l'affaire. Les journaux titrèrent sur « La veuve aux mains d'or », les chaînes d'infos déroulaient les images de son arrestation à la sortie d'un petit hôtel de banlieue, à Saint-Denis, où elle s'était réfugiée la veille. Les voisins, médusés, parlèrent d'une femme gentille, polie, toujours souriante. Personne ne pouvait croire qu'elle avait pu monter une arnaque d'une telle ampleur. Mais nous savions. Richard et moi avions observé le piège se refermer, lentement, inexorablement. Je le retrouvai ce matin-là dans son nouvel appartement de Boulogne-Billancourt, au 2e étage d'un immeuble discret, façade claire et balcons ornés de plantes. Les rideaux étaient tirés. La lumière hivernale filtrait à peine. Il m'attendait, debout près de la fenêtre, l'air tendu mais concentré. « Elle est en garde à vue », dit-il sans préambule. J'ai reçu un message de David. L'interrogatoire a commencé à 8 heures. Je m'assis dans le fauteuil face à lui. Et Miguel ? Disparu. Les autorités pensent qu'il a quitté la France il y a 10 jours. Il aurait pris un vol pour Lisbonne, puis de là, direction Guatemala City. Il a utilisé un passeport roumain. La police fédérale le cherche. Mais sans mandat d'extradition,
Il peut se cacher longtemps. Le ton de Richard était calme, presque clinique. Mais ses doigts tremblaient. Je savais qu'il luttait pour ne pas se laisser submerger, par la rage, la trahison, ou peut-être par la fatigue d'avoir joué un rôle si longtemps. « Et toi » dis-je après un silence. « Tu es prêt » Il se retourna, croisa mon regard. « Prêt à revenir d'entre les morts ?»« Oui, mais pas pour me venger, pour tourner la page. » Il eut un sourire étrange, mélange de sérénité et de tristesse. « Tu sais, papa, j'ai passé ces 2 dernières semaines à imaginer sa tête quand elle découvrirait que j'étais vivant. Et maintenant que ce moment approche, je ne ressens plus rien. Ni haine, ni joie. Juste le vide. » Je hochai lentement la tête. « C'est peut-être ça la vraie liberté, fiston. » Quand la colère s'éteint. L'après-midi, nous avions rendez-vous avec le docteur Peterson, celui qui avait signé le faux certificat de décès et orchestré la mise en scène de la mort. Il nous attendait dans son cabinet, à Neuilly-sur-Seine, un bureau sobre, décoré de diplômes et d'un grand tableau impressionniste représentant la scène au crépuscule. L'homme avait l'air nerveux, la chemise impeccablement repassée, mais les mains moites. « Tout est prêt », annonça-t-il. « Le service juridique de l'hôpital a validé le scénario. Officiellement, il y a eu erreur de diagnostic due à une confusion de dossier. Vous, Richard, étiez dans un coma profond. Votre pouls faible et l'absence de réponse aux stimuli ont conduit l'équipe à vous déclarer décédé. » Il sortit une chemise cartonnée et la posa sur le bureau. « Les documents sont là. Rapports médicaux modifiés, témoignages de collègues, signatures authentifiées. Quand le parquet sera informé, la réhabilitation administrative suivra. » Richard le remercia d'un signe de tête. « Et les médias » demanda-t-il. « L'hôpital fera une conférence de presse. On insistera sur la rareté du cas, sur la résurrection clinique et sur la nécessité d'améliorer les protocoles. Vous passerez pour un miraculé. La France adore les miraculés. » Je vis Richard détourner le regard. L'idée de devenir un symbole l'agaçait, mais il savait que cette fiction était nécessaire. Avant de partir, je serrai la main du docteur. « Vous prenez un risque énorme, dis-je. » Il haussa les épaules. « Je sais, mais je préfère ça à l'idée qu'un homme droit soit détruit par une manipulatrice et un escroc. » Et puis, la vérité finit toujours par revenir à la surface, d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, 14 heures précises. Je garai ma voiture sur le parking de l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Le ciel était gris, bas, uniforme. Une bruine légère tombait sur les vitres, brouillant la vue. Je marchais lentement vers l'entrée principale. Chaque pas me semblait irréel, comme si je remontais le temps. Je revivais les images du décès. Le corps allongé, le drap blanc, les sanglots d'Olivia, les papiers assignés. Tout cela n'avait été qu'un décor, une illusion. Lorsque j'entrai dans la chambre, je restai figé un instant. Richard était là, assis sur le lit, vêtu d'une chemise d'hôpital. Ses cheveux avaient repoussé, ses joues étaient plus pleines, mais il gardait ce regard fiévreux des survivants. Quand il me vit, il sourit faiblement. « Papa ?» Je m'approchai. « Comment tu te sens ?»« Étrangement bien, » répondit-il, comme si je respirais pour la première fois depuis des mois. Le docteur Peterson entra, accompagné d'une infirmière et d'un attaché de presse. Il expliqua la procédure, la sortie officielle du coma, le communiqué à la presse, la notification au parquet. Tout se déroula comme prévu. Mais quand le médecin mentionna qu'il fallait prévenir l'épouse, Richard eut un rictus. « Vous pouvez rayer ce mot de votre vocabulaire, docteur. » Je pris la parole, calmement. « Olivia Moreau a été arrêtée hier matin. Fraude à l'assurance, blanchiment, escroquerie en bande organisée. » Peterson ouvrit de grands yeux. « Eh bien, voilà qui simplifie certaines formalités. » 2 jours plus tard, la nouvelle fit le tour du pays. Les journaux titraient « Un homme déclaré mort revient à la vie. Sa femme inculpée pour fraude. » Le mélange d'horreur et de fascination du public dépassa nos attentes. Certains parlaient de miracle médical, d'autres de vengeance du destin. Sur les réseaux, les théories pullulaient. Olivia devint une figure honnie, la veuve noire de Lyon. Pendant ce temps, Richard, sous sa nouvelle identité de Robert Moreau, reprenait lentement pied dans la vie civile.
Nous avions choisi ensemble ce prénom, Robert, hommage discret à mon propre père, un homme intègre qui n'avait jamais supporté le mensonge. Nous louâmes un petit bureau à Nantes, loin du tumulte médiatique parisien. Richard lança une société de conseil en éthique d'entreprise, avec moi comme associé. Ironique peut-être, mais aussi profondément juste. Après tout, personne ne connaissait mieux les rouages de la trahison et de la corruption que nous deux. Le procès d'Olivia s'ouvrit 3 mois plus tard, au tribunal de Versailles. La salle était comble. Je m'assis au 2e rang, derrière la presse, les yeux fixés sur la femme que j'avais jadis appelée ma belle-fille. Elle avait maigri. Son visage autrefois lumineux paraissait vidé. Elle portait un tailleur gris, les poignets marqués par les menottes retirées peu avant l'audience. Quand elle croisa mon regard, elle blêmit. Je crus voir, une fraction de seconde, un éclat de regret. Mais non, c'était de la peur. Le procureur exposa les faits avec une précision chirurgicale. Les polices d'assurance falsifiées, les signatures imitées, les transferts bancaires, les photos publiées pendant les jours de deuil, la complicité avec Miguel. Chaque élément tombait comme une pierre dans un puits. Olivia tenta d'expliquer, d'attendrir, de pleurer. Mais son jeu ne trompait plus personne. Ses larmes semblaient calculées, sa voix trop douce, ses mots trop bien choisis. À la fin du premier jour, le juge lui demanda « Reconnaissez-vous avoir signé les documents à la place de votre mari ?» Elle hésita, serra les lèvres. Je croyais qu'il était d'accord. La salle éclata de rires nerveux. Le verdict tomba 1 semaine plus tard. 12 ans de prison ferme, plus remboursement intégral des sommes perçues. Les avocats plaidèrent la naïveté, l'influence d'un amant manipulateur. Mais le tribunal fut inflexible. La culpabilité était écrasante. Quand la juge prononça la sentence, Olivia s'effondra. Je ne ressentis ni joie ni triomphe, seulement un profond soulagement. Une paix lourde, presque physique. Richard, assis à mes côtés, resta silencieux. Il n'applaudit pas, ne sourit pas. Il murmura simplement « Elle récolte ce qu'elle a semé ». Les mois passèrent. La vie reprit un rythme normal, ou du moins, quelque chose qui s'en rapprochait. Robert Moreau Consulting prospérait. Nos clients venaient de toute la France, cherchant à comprendre comment éviter les dérives éthiques, les manipulations internes, les fraudes insidieuses. Ironie du sort, notre histoire, sous couvert d'anonymat, servait désormais de cas d'école. Je voyais en mon fils un homme apaisé, plus sûr de lui, plus calme. Il avait retrouvé le goût de rire, d'aller courir le matin sur les quais de la Loire, de cuisiner. Moi, j'avais retrouvé ma fierté. 1 an jour pour jour après sa mort, nous nous rendîmes au cimetière de Montparnasse, où reposait symboliquement un cercueil vide. Nous y déposâmes des fleurs. Sur la pierre, on pouvait encore lire « Richard Moreau, 1988-2024 ». À jamais dans nos cœurs. Richard posa une main sur le marbre. « Tu crois qu'on devrait la remplacer ?» demanda-t-il. Je souris. « Non, laisse-la là, qu'elle nous rappelle ce qu'on a perdu. Et ce qu'on a retrouvé. » Nous restâmes là, en silence. Le vent faisait bruisser les feuilles. Je repensais à tout ce que nous avions traversé. La douleur, la colère, la peur et à la justice, enfin rendue. « Papa, dit-il soudain, tu regrettes ?» Je mis un moment à répondre. « Non, je regrette que les choses aient dû aller aussi loin, oui. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi la vérité, même coûteuse. » Il hocha la tête. « Moi non plus. » Et alors que nous repartions, bras dessus, bras dessous, je compris quelque chose d'essentiel. La vengeance apaise à court terme. Mais la justice, elle, reconstruit. L'année qui suivit le procès fut étrange, comme une longue saison où la lumière hésite entre le jour et la nuit. Tout semblait redevenu normal. Les rues de Nantes bruissaient de vie, notre bureau accueillait des clients, les appels se succédaient, les factures se payaient. Mais sous cette normalité, il restait les traces invisibles des blessures passées, une cicatrice morale faite de silence et de prudence. Chaque matin, je me levais avant l'aube. J'aimais marcher le long de la Loire, là où la brume flotte comme un voile de coton au-dessus de l'eau. Je regardais les péniches glisser lentement, les joggeurs passer sans me voir,
et je pensais à tout ce que la vie nous avait arraché et rendu. Richard, désormais Robert, dormait encore à cette heure-là, mais je savais qu'il se levait toujours avec la même détermination, celle des gens qui ont connu la mort et refusent de gaspiller le temps qui leur reste. Notre société marchait mieux que prévu. Les entreprises venaient chercher chez nous non pas des chiffres, mais une conscience. Ironie douce. C'était notre tragédie qui faisait notre force. Un directeur d'usine, un avocat, une start-up venue de Bordeaux. Tous, à un moment ou un autre, finissaient par poser la même question. Comment fait-on pour ne pas franchir la ligne? Et moi, invariablement, je répondais, on la voit chaque jour. Le tout, c'est de ne pas fermer les yeux. Ces phrases, que je prononçais comme des maximes, prenaient racine dans notre histoire. L'appât du gain, la complaisance, la peur, les compromis moraux. Tout ce que Richard et moi avions vécu servait de miroir à ceux qui nous consultaient. Et peut-être que, sans le savoir, nous étions devenus ce que la vie avait voulu faire de nous, des passeurs, des témoins du prix à payer quand on laisse l'argent ou la lâcheté décider. Les premiers mois furent rudes. Les médias ne nous lâchaient pas. Même si nous avions déménagé, changé de nom et refait nos papiers, il y avait toujours un journaliste curieux pour flairer la trace du miraculé de Lyon. Richard évitait les photographes comme on évite une maladie. Il sortait peu. C'est moi qui faisais les courses, les rendez-vous, les contacts. Petit à petit, la rumeur s'éteignit. Et alors seulement, nous pûmes respirer. Un soir de février, il entra dans mon bureau avec 2 verres et une bouteille de vin rouge. Tu te souviens de cette phrase que tu disais toujours quand j'étais gamin? Laquelle? Il sourit. La vérité finit toujours par trouver la porte. Oui, et souvent, elle passe sans frapper. Eh bien, j'ai reçu un courrier aujourd'hui, de la prison de Rennes, d'Olivia. Je posai mon stylo. Qu'est-ce qu'elle veut? Il sortit une enveloppe beige, me la tendit. L'écriture tremblée sur le papier me parut méconnaissable. J'hésitais. Tu veux que je lise? Oui, ensemble. Je décachetai la lettre. 3 pages manuscrites. La première ligne me surprit. Je ne demande pas le pardon, parce que je sais que je ne le mérite pas. Mais j'aimerais que vous sachiez comment on en arrive là. Elle racontait tout. Le sentiment d'abandon, la peur de la pauvreté, le besoin maladif d'exister à travers le regard des autres. Elle décrivait Miguel comme un miroir déformant. Il lui avait promis l'aventure, la liberté, la jeunesse retrouvée. Et elle avait voulu le croire parce que Richard, disait-elle, s'était éteint depuis des mois, enfermé dans ses dossiers et son anxiété. Ce qu'elle n'avouait pas, c'était le plaisir qu'elle avait pris à la trahison, cette ivresse du danger, cette certitude de dominer la situation. La lettre se terminait ainsi: « J'ai détruit la seule famille qui m'ait jamais aimé. Si vous gardez un souvenir de moi, que ce soit celui d'une femme perdue, pas d'un monstre. » Je reposai les pages, le cœur lourd. Richard ne disait rien. Ses doigts jouaient avec le bord du verre. « Tu vas lui répondre ?» demandai-je. « Non, pas même un mot? Je n'ai plus rien à lui dire. La justice a parlé. Moi, j'ai déjà tourné la page. » Il resta silencieux un moment, puis ajouta: « Mais je vais garder la lettre. Pas pour elle. Pour me souvenir de ce que je ne veux plus devenir. » Je hochai la tête. C'est une bonne raison. Le printemps arriva. À Nantes, le ciel retrouvait sa couleur de lait bleu. Les magnolias fleurissaient dans les jardins publics et la ville, lavée par la pluie, semblait neuve. Un matin, Richard me proposa un projet inattendu. Et si on ouvrait une antenne à Toulouse? Toulouse? Oui. Là-bas, les entreprises technologiques ont besoin de conseils éthiques. Et puis, un nouveau départ, encore. Je ris doucement. Tu ne t'arrêteras donc jamais? Pas tant que j'aurai à réparer ce que j'ai laissé derrière moi. Il avait raison. La réparation, c'était son moteur. Et, d'une certaine manière, le mien aussi. Nous nous rendîmes donc à Toulouse 2 semaines plus tard. Le soleil du sud-ouest, plus franc que celui de Loire-Atlantique, baignait les façades roses. Nous louâmes un bureau rue du Thor, tout près de la basilique Saint-Cernin. Les premières semaines furent intenses. Nouveaux dossiers, nouveaux clients, nouvelles habitudes.
et chaque soir, nous rentrions épuisés mais apaisés. Je le regardais souvent sans qu'il s'en aperçoive. Il avait changé. Son regard, jadis inquiet, portait désormais une lumière douce. Il riait plus facilement, s'autorisait même à flirter avec la réceptionniste, une jeune femme nommée Élise, pétillante et sincère. Un jour, il me dit en souriant, « Tu sais, papa, je crois que la vie me refait un clin d'œil. » Alors, ne détourne pas le regard cette fois. Les mois passèrent encore. L'été arriva, chaud, vibrant, presque heureux. Je passais plus de temps à lire sur la terrasse qu'à travailler. Richard gérait la plupart des dossiers. Il avait trouvé sa place, sa paix. Un soir d'août, nous dînions ensemble sur le balcon. Le ciel flamboyait d'orange et de rose. Je levai mon verre. « À ta seconde vie, dis-je. »« À notre seconde vie, corrigea-t-il. » Nous trinquâmes, simplement. Et pour la première fois depuis des années, je me surpris à penser à l'avenir sans appréhension. Peut-être parce que nous avions traversé l'enfer et qu'après l'enfer, tout paraît supportable. Mais la vie, fidèle à elle-même, n'aime pas les fins trop parfaites. Un matin de septembre, le téléphone sonna. C'était David Chen. « J'ai des nouvelles de Miguel. » Je sentis mon estomac se contracter. « Où est-il ?»« Arrêté au Guatemala. L'Interpol a coopéré avec les autorités locales. Il sera extradé vers la France dans quelques semaines. » Je restai silencieux. Un souffle, une justice de plus. Quand j'annonçai la nouvelle à Richard, il ne réagit pas tout de suite. Il resta pensif, puis dit « J'espère qu'elle le verra passer derrière les barreaux. Pas par vengeance. Juste pour comprendre que le monde finit toujours par se refermer sur ceux qui croient pouvoir tricher indéfiniment. » L'extradition eut lieu fin novembre. Miguel fut ramené à Paris, menotté, escorté. Les journaux en parlèrent à peine. Les scandales s'étaient succédés depuis, et notre histoire appartenait déjà au passé médiatique. Mais pour nous, c'était une page supplémentaire qui se tournait. Olivia, depuis sa cellule, apprit la nouvelle. Elle tenta de se pendre quelques jours plus tard. Les gardiens la sauvèrent de justesse. Quand je l'appris, je ne ressentis ni pitié ni colère, seulement une lassitude infinie. Il arrive un moment où la douleur des autres ne nous appartient plus. Chacun porte la sienne. L'hiver revint. Nos affaires prospéraient toujours. Nous avions désormais 5 employés, un cabinet reconnu. Mais ce n'était plus cela qui comptait. Ce qui importait, c'était la paix retrouvée entre nous, cette complicité d'homme à homme que rien n'aurait dû briser. Parfois, le soir, nous parlions de Richard, le vrai, celui d'avant, celui qui avait eu peur, qui s'était compromis, qui avait cru qu'il pouvait cacher la vérité sous un drap blanc. Nous parlions de lui comme d'un autre. « Il m'a appris quelque chose, » disait souvent mon fils. « Quoi donc ? Qu'on peut mourir 2 fois. Une première quand on renonce à sa conscience, une seconde quand on renonce à l'amour. » Ces phrases, il les lançait avec simplicité, sans emphase. Mais elles résumaient tout. Au printemps suivant, nous reçûmes une invitation inattendue. L'hôpital Saint-Louis organisait un colloque sur les erreurs médicales et les miracles de la réanimation. Peterson, rétabli dans ses fonctions après une enquête interne, nous demanda si nous accepterions de témoigner. Richard hésita, puis accepta. Le jour du colloque, il monta sur scène devant 200 médecins. Il raconta son coma, sa renaissance, sans mentir tout à fait, sans dire toute la vérité non plus. Il parla du sentiment de seconde chance, de la valeur de la vie, de l'importance de l'éthique. Son discours fut salué d'une standing ovation. Personne, dans la salle, ne se doutait qu'il avait en réalité orchestré sa propre mort. Je le regardais depuis le fond de l'amphithéâtre, les yeux humides. Je vis en lui non pas un menteur, mais un survivant. Un homme qui avait traversé les ténèbres et qui, désormais, guidait les autres vers la lumière. Les années suivantes filèrent comme un long fleuve tranquille. Je vieillissais paisiblement. Richard, ou Robert, comme tout le monde l'appelait désormais, épousa Élise. Leur mariage civil se tint à la mairie de Toulouse, un matin de mai, sous un ciel limpide. Il m'avait demandé d'être son témoin. Quand il signa, j'eus l'impression que tout ce que nous avions vécu s'effaçait enfin, remplacé par cette simple image. Un homme libre, un père ému, une vie neuve.
À la sortie de la mairie, les cloches sonnèrent. Les invités lançaient des poignées de lavande. Élise riait, magnifique dans sa robe claire. Et je pensais à Olivia, non avec rancune, mais avec la pitié que l'on éprouve pour ceux qui se sont perdus en chemin. Le soir, pendant le repas, Richard leva son verre. « À ceux qui reviennent de loin, dit-il. » Les convives applaudirent. Moi, je ne dis rien. Je regardais simplement mon fils et je pensais « Tu n'es plus revenu de loin. Tu es revenu de tout. » Les années suivantes consolidèrent ce miracle silencieux. Notre cabinet devint une référence en matière d'intégrité professionnelle. Nous donnions des conférences, des formations, des séminaires sur la transparence et la responsabilité. Nous avions transformé notre histoire en moteur. Chaque fois que Richard expliquait comment une petite décision immorale peut entraîner une avalanche de conséquences, je voyais dans le regard du public cette reconnaissance muette. Il parlait vrai. Et puis, un matin d'hiver, je me réveillais avec une douleur au thorax. Rien de grave, pensais-je d'abord. Mais le médecin fut formel. Angine de poitrine sévère. Je dus ralentir. C'est Richard qui reprit la direction du cabinet. Pendant ma convalescence, je passais des heures à écrire. Pas pour publier, non, pour laisser une trace. Un carnet, simple, sans ambition, que j'intitulais « Le jour où mon fils revint à la vie ». Je ne savais pas à qui je destinais ces pages. Peut-être à lui, peut-être à personne. Mais je voulais qu'un jour, quelqu'un sache que la vérité, même déformée, même enfouie, finit toujours par guérir ce qu'elle a blessé. Le 14 octobre, exactement 3 ans après le jour de l'enterrement fictif, nous sommes retournés au cimetière de Montparnasse. Le ciel était bleu clair, l'air doux. Nous avions apporté une rose blanche chacun. Sur la tombe, la pierre portait encore l'inscription effacée par le temps. Richard s'agenouilla. « Tu crois qu'on devrait la relever » demanda-t-il encore. « Non, répondis-je. Qu'elle reste. C'est le témoin muet de ce qu'on a traversé. » Il resta un long moment silencieux, la main posée sur le marbre. Puis il murmura « Merci, papa. » « De quoi ? » ?»« De ne pas m'avoir enterré pour de bon. » Je souris, les larmes aux yeux. « Je ne pouvais pas. Tu es ma raison de vivre, fiston. » Nous restâmes là, le vent soulevant nos manteaux, tandis que les cloches de la ville tintaient au loin. Et dans ce moment suspendu, je compris enfin, la vraie résurrection n'est pas celle du corps, mais celle du lien. Aujourd'hui, des années ont passé. Je vis dans une petite maison en bord de mer, en Bretagne. Robert, vient me voir chaque été avec Élise et leurs 2 enfants. Parfois, le soir, nous marchons sur la plage. Le sable froid sous nos pieds, le bruit régulier des vagues et les rires des petits qui courent devant nous. Un jour, mon petit-fils m'a demandé « Papy, pourquoi tu dis toujours qu'il ne faut jamais mentir ?» Je l'ai pris dans mes bras. Parce qu'un mensonge, mon chéri, c'est comme une vague. Il a l'air petit au début, mais il finit toujours par te renverser. Il a ri, sans comprendre vraiment. Mais moi, je savais. J'avais vécu la plus grande des vagues, et j'étais encore debout. La vie ne rend pas toujours justice, mais elle finit toujours par rendre vérité. Telle fut la dernière phrase de mon carnet. Je la laissai ouverte sur mon bureau, face à la mer. Parce qu'au fond, cette histoire n'était pas seulement celle d'une mort évitée, ni même d'une vengeance accomplie. C'était l'histoire d'une rédemption, celle d'un homme qui avait dû mourir pour apprendre à vivre, et d'un père qui avait dû enterrer son fils pour le retrouver plus vivant que jamais.